Bonjour Loki, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec l'Alliance française ce matin, cet après-midi pour la France. On est vraiment ravis d'abord de vous exposer au sein de l'Alliance, bien sûr, aussi de pouvoir voir vos œuvres tous les jours quand on vient au travail. Et on a notamment pu mettre votre travail en valeur à travers des ateliers pédagogiques, donc avec nos apprenants, aussi bien pour les enfants, mais aussi pour les adultes, qui ont pu du coup se plonger dans votre univers et réfléchir notamment aux émotions que ça pouvait leur procurer. Et on va profiter d'être en direct avec vous aujourd'hui pour dialoguer ensemble, à la fois pour comprendre votre travail, vos photographies, mais aussi s'intéresser à votre parcours et au sens que vous donnez à vos œuvres avec le regard du créateur, de l'artiste. Ouais. Du coup, certains de nos apprenants et de nos membres sont en ligne avec nous. Donc, bonjour à tous et à toutes. Tous les intéressés savent que cet échange est enregistré et qu'il sera posté sur la chaîne YouTube de l'Alliance. Donc, tout le monde pourra le visionner quand il le souhaite. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter en quelques mots pour ceux qui nous auraient rejoints par curiosité ou pour ceux qui souhaitaient depuis le départ en apprendre davantage sur l'artiste qui se cache derrière les photographies qu'ils ont la chance de voir dès qu'ils viennent à l'Alliance. Loki, vous êtes un artiste français, anciennement géographe. Vous vous consacrez aujourd'hui pleinement à la photographie. Vous êtes spécialisé dans les prises de vue en noir et blanc. Votre style emprunte également au code du cinéma et de la peinture. Et vous exposez en France, mais vous avez aussi exposé en Italie, en Grèce, au Canada ou au Japon. Et depuis 2019, vous présidez la section photographie de la Société nationale des beaux-arts. Tout d'abord, si ça vous convient, chronologiquement pour revenir un peu sur votre parcours. Donc, vous êtes diplômé de la Sorbonne, d'un master en géographie et vous avez exercé, je pense, plusieurs années en tant que géographe. Est-ce que c'était votre vocation initiale, votre métier de rêve? Et qu'est-ce qui vous a finalement emmené vers la photographie et vous a incité en quelque sorte à tout quitter pour vous y consacrer pleinement aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour à toutes les deux et merci de m'accueillir. Pour moi, la géographie au départ, je pense que quelque part, j'ai toujours su que je voulais pas travailler dans un bureau. Donc, la géographie, c'était un moyen un peu de s'extirper du côté ordinaire que j'imaginais des vies des autres, en fait. Et pourquoi j'avais choisi ça, ça ferait rire si je vous racontais exactement pourquoi. Mais disons qu'en fait, après le bac, je me suis retrouvé avec différents choix. J'aimais beaucoup l'économie, mais il fallait être assez bon en maths. C'est pas mon cas. Et donc, en fait, c'est plus par soustraction que finalement, je suis allé vers la géographie que j'aimais déjà beaucoup au lycée, au collège. Mais en fait, la géographie qu'on étudie après, ça a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Et j'ai appris à aimer ça parce qu'en fait, c'est vachement tourné autour de concepts. C'est apprendre à regarder pour ensuite, entre guillemets, améliorer le monde. Si je développe le job que j'avais à faire, vous comprendriez pourquoi j'ai dit améliorer le monde. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Par curiosité, pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de Loki? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la technique que j'utilise en photo, le noir et blanc, le clair-obscur, en fait, qu'on utilise en peinture. En photographie, ça s'appelle low-key, L-O-W-K-E-Y, en opposition, par exemple, au high-key, qui est l'inverse, c'est-à-dire avec des dominantes de teinte claire. Et en fait, comme je me suis rendu compte très vite en commençant la photo que de 1, ce serait en noir et blanc, et de 2, avec des dominantes de noir, je me suis dit que ce serait pas trop bête, en fait, de s'inspirer du nom de cette technique-là. Donc, j'ai changé quelques lettres pour que de manière internationale, ça sonne mieux. Le W, dans certaines langues, ça passe pas, le Y aussi. Et donc, je me suis appelé Loki. Ok, merci beaucoup. Et ça tombe très bien puisque ça donne le sentiment même que c'est un jeu de mots par rapport à votre prénom. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on avait imaginé puisque vous appelez Kevin. Donc, c'est ce qu'on avait imaginé en premier. Non, non. Et après, j'ai découvert en fait que Loki, c'était aussi un trait de caractère, un peu quelqu'un qui serait en retrait, un peu. Donc, en fait, ça correspond tout à fait au genre de photo que je fais, parce que même si je fais par exemple de la photo de rue, je suis vachement en retrait, quoi. Donc, il y a des gens qui m'ont fait cette analogie que j'ai découvert plus tard. Ok, c'est intéressant. On va parler justement de ce retrait-là par la suite. Pour comprendre aussi votre démarche, votre travail, je pense il faut se baser, il faut avoir entendu l'explication que vous donnez souvent. Je cite, il y a des photographes qui prennent des photos pour aller à la rencontre des autres et des photographes qui en prennent pour aller à la rencontre d'eux-mêmes. Donc, c'est très fort comme message. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour vous et pourquoi ou comment est-ce que vous avez su que vous appartiendrez plutôt à la deuxième catégorie? Je pense que c'est un mélange de plein de choses.
Il y a des traits de caractère naturels. Je suis plutôt introverti. Je suis vachement, enfin, j'utilise encore le mot en retrait. J'aime bien observer. Et du coup, en fait, la plupart de mon travail sur les photos, c'est beaucoup de l'introspection. Quand je le disais en ville, je prends des passants, mais en fait, les personnages, ils sont grands comme ça dans l'image. C'est pas vraiment les gens. Je vais pas vers les gens. Il y a des photographes qui sont très bons. Et enfin, je sais pas, je pense à Koudelka ou autre. Moi, non, j'adore ce qu'il fait, mais c'est pas moi. Du coup, j'ai réussi à trouver ma voie en étant moi-même. Et quand je vais, c'est que la France, mais si je vais au Féroé ou n'importe où, en fait, c'est mon sentiment que je prends. En fait, c'est moi au Féroé sur la photo. C'est pas vraiment les Féroé ou comme là, je sais pas, il y a des dinars. C'est moi à Dinard. Donc, c'est moi que je prends en photo, mais à l'autre bout du monde, ou à côté, puisque là, Dinard, c'est en France. Okay. C'est vous que vous prenez en photo, mais vous n'apparaissez pas toujours ou très rarement, voire jamais sur les photos. C'est un Ouais, reflet de vous, c'est à votre image, c'est ça? c'est ça, c'est à un moment donné, je me balade et puis, ce paysage, et là, c'est justement peut-être le lien qu'on peut faire avec la géographie. En fait, on nous apprenait à lire des paysages aussi. Et donc, ça m'interpelle. Avec telle lumière ou telle eau, ça provoque tel sentiment. Je fais une photo. Moi, j'essaye de retranscrire ce sentiment-là. Et on parle que de moi, en fait, de A à Z. Après, les gens arrivent et c'est ça qui est beau. C'est dans les expositions, les gens regardent la photo, ressentent parfois ce que moi j'ai voulu dire, mais en général, c'est carrément autre chose parce que c'est les gens arrivent avec leur propre bagage et projettent dessus leur propre histoire. Bien sûr. C'est ça qui est beau aussi dans les multiples interprétations qui sont possibles face à une photo. On voulait parler aussi des thèmes justement que vous abordez dans vos photos, dans votre travail, à l'inverse de beaucoup de photographes peut-être et à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer de la part de quelqu'un qui habite dans une ville aussi animée que Paris. Vous ne cherchez pas nécessairement à capturer les grands événements, la grande foule ou les moments forts d'une vie, mais plutôt les moments qui sont caractérisés par une forme de banalité. Est-ce que c'est pour vous une manière de valoriser le banal et de montrer qu'il y a du beau, peut-être même dans les choses les plus simples? Moi, je vais être extrême. Je vais dire qu'en fait, la beauté, la vraie beauté, elle est dans les choses du quotidien, en fait, les choses qu'on regarde plus. Pour moi, quand je vois quelqu'un tomber dans la rue, en fait, je sais que ça ferait un super sujet photo, mais en fait, c'est éphémère. L'histoire, elle est racontée, quelqu'un tombe, le sentiment s'arrête, on passe à autre chose. Si on prend une photo de paysage, bon, j'y reviens parce qu'on en parlait, en fait, c'est un puits infini. Ça raconte l'histoire, c'est la personne qui vient et qui la raconte. Donc moi, j'appelle ça le temps faible. En fait, c'est un terme que je n'ai pas inventé, mais que j'ai découvert assez tard. Et en fait, le temps faible, je trouve que c'est super éloquent parce que ça fait opposition au temps fort. Le temps fort, c'est, tout le monde comprend, il se passe quelque chose, quelqu'un tombe. Et le temps faible, le faire parler, lui donner de l'intensité, c'est pas forcément évident parce que tout le monde n'est pas forcément sensible à ça. Mais moi, c'est vrai que c'est ce que j'adore. Là, j'ai une tasse posée juste devant moi, le soleil qui se couche et ça crée, je sais pas, un volume, quelque chose. Tout le monde l'a déjà vu. Et justement, c'est là où moi, ça me parle parce que du coup, c'est universel. Et l'inconvénient, le défi, le challenge, en fait, c'est de faire une belle photo de ce moment ordinaire pour le rendre beau, quoi. Beau visuellement. Ok, super. Et du coup, beaucoup de personnes s'imaginent aussi que l'art a pour but de s'intéresser du coup à des grands phénomènes de société, de les mettre en scène, de leur donner de la visibilité. Et votre travail, on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire de rendre visible ce que tout le monde voit au quotidien, mais qu'on ne remarque pas en fait. Est-ce que Ouais. c'est... C'est vrai que par rapport à peut-être d'autres, là, du coup, c'est le mot artiste. Moi, j'ai du mal à me dire artiste parce que j'ai toujours imaginé l'artiste avec un message politique ou quelque chose à faire passer. Moi, je questionne rien, en fait. On en revient à la phrase que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir, je me prends moi en photo. En fait, je vais à la rencontre de moi-même. Donc, en fait, ma photo, elle est auto-centrée presque. Donc, du coup, le message, il n'y en a pas. Après, j'ai cette sensibilité pour le temps faible que je partage avec énormément de monde et je m'en rends compte. Mais c'est pas un message universel. Je plaide pas la paix, je plaide pas. Du coup, c'est un message assez particulier à faire passer et qui retrouve pas forcément d'écho largement dans le monde, quoi. Mais ça a le droit d'exister aussi. Bien sûr.
et vous lui donnez parfaitement sa place dans tous les cas. Donc, on voulait poser aussi quelques questions sur votre technique, votre style de photo à proprement parler. En plus d'un intérêt pour le banal dont on parlait tout à l'heure, vous témoignez aussi d'un intérêt pour l'esthétique. On le voit au travers de votre travail, des photographies qui sont travaillées, notamment via les contrastes de lumière. Vous dites, être photographe, ce n'est pas seulement prendre des photos, il y a tout ce qui vient après. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vient après, ou du moins comment vous travaillez, quel est peut-être le type de matériel, de prise de vue que vous utilisiez? Est-ce que vous avez différents appareils photo, numériques, argentiques, à pellicule? Et est-ce qu'ils sont tous à pellicule ou réglés sur le mode noir et blanc, ou est-ce que c'est des photos en couleur que vous prenez et c'est un filtre que vous appliquez par la suite? Alors, je vais parler de la partie technique, mais en fait, elle n'a pas tant d'importance que ça. Là, en ce moment, j'utilise beaucoup le numérique. J'ai aussi des argentiques différents en format, pour ceux qui connaissent, du 2000, plein format, moyen format, grand format. Mais en fait, je crois que sur les murs de l'Alliance en ce moment, il y a quasiment 7 ans de photos. Donc, différents boîtiers, différents support, si on veut. Et en fait, on ne voit pas la différence. Parce qu'en fait, c'est le style, la manière de prendre la photo, elle est universelle au matériel. Il n'y a pas de... Un matériel, en fait, je fais la même chose en numérique ou en argentique. Ça n'a pas trop d'importance. C'est juste une façon de mesurer la lumière, de ressentir et après, ensuite, de le transposer. Après, la petite subtilité, c'est que en numérique, je photographie en RAW. Là encore, ça parlera à ceux qui connaissent. Et le RAW, par définition, il est toujours en couleur. Donc forcément, oui, après, il y a une transcription en noir et blanc. Mais c'est vrai que j'en suis arrivé à un niveau où, en fait, face à une scène, je sais déjà le rendu que ça va avoir. C'est comme si je voyais en noir et blanc. En fait. Ok. Donc, mais après, sur le matériel, en vrai, je fais la même chose avec tous les boîtiers. C'est vraiment intéressant de l'entendre parce qu'on ne s'imagine pas forcément ça face aux photos quand on les découvre. Et on se demandait aussi si vous preniez une grande quantité de photos pour être certain, quand vous êtes face à un sujet ou un paysage, est-ce que vous prenez une grande quantité de photos pour être certain d'avoir ce qu'il vous faut, ce qui vous convient, et par la suite, vous sélectionnez sur des logiciels de design informatique, vous les retravaillez ensuite? Et comment est-ce que vous procédez peut-être pour faire votre choix, justement, si vous en prenez une grande quantité? Est-ce que vous fonctionnez à l'instinct ou au coup de cœur, ou est-ce que vous vous basez sur des critères artistiques à chaque fois? Avec le temps, j'ai pris de moins en moins de photos et je passe aussi de moins en moins de temps. Par exemple, si je prends, quand je suis à Paris, que je fais des sorties photos, au tout début, je pouvais sortir 8 heures ou 10 heures et faire 400, 500 photos. Maintenant, en fait, déjà, je prends beaucoup moins de photos et je passe beaucoup moins de temps, mais mes photos sont meilleures. C'est aussi en fait à force de pratiquer. Peut-être justement au début, je faisais 2, 3 photos du même sujet, un horizontal, un vertical, un pour être sûr, etc. Et en fait, maintenant, non. La photo, je l'ai pensée dès le début, je sais, je clique une fois et après, je suis déjà parti sur autre chose. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à choisir les photos. En fait, quand on en a que 50, faire le tri, c'est beaucoup plus rapide que quand on en a 400. Parce que pour en revenir à la question précédente en numérique, même si je fais que très peu de retouches, en fait, quand on a 500 photos mais qu'on passe que 10 secondes dessus, ça fait 5000 secondes. Je suis nul en maths, je serais incapable de dire combien ça fait en minutes. Mais enfin voilà, ça devient conséquent, quoi. Donc, moins il y en a, mieux c'est. Et donc, finalement, avec le temps, la pratique, etc., on fait vraiment peu de photos. Et après, la sélection, c'est l'œil, c'est le cœur. J'aime bien laisser un peu de temps aussi. Je regarde une première fois qu'est-ce que j'ai fait. Et j'y reviens un peu plus tard pour essayer de me détacher émotionnellement des photos. Mais c'est pas mon domaine de prédilection. Je suis très attaché à ce que je fais, donc c'est pas évident de prendre de la distance. Merci. On a vu sur votre site internet que vous teniez à allier qualité et élégance, notamment dans le choix du papier que vous utilisez, dans l'encadrement. Comment est-ce que vous faites ces choix-là? Haut de gamme. Non, vraiment, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, pour les impressions papier, vraiment papier, il m'a fallu 3 ou 4 ans avant de trouver le bon partenaire, à savoir qu'en fait, j'ai beau habiter à Paris, des labos, il n'y en a pas non plus légion, donc on va au premier, puis on essaye, et puis on est content, pas content, puis on va dans un deuxième, et à la fois, c'est un cheminement, en fait, jusqu'à trouver le bon partenaire.
Et là, j'ai un gars, un imprimeur qui est vraiment très, très bon. Et là où il m'a conquis, c'est qu'en fait, de lui-même, des fois, il m'appelle. Par exemple, là, j'ai un papier que j'adore, qui est un Canson 340 grammes, un truc vraiment épais, qui absorbe bien le noir. Et en fait, c'est lui qui m'en a parlé. Moi, j'imprimais sur autre chose. Je lui ai demandé un autre papier. Et il me dit, hey, Loki, attends, j'ai reçu une cargaison, là, c'est un petit truc et tout. J'ai fait des tests, ça rend super bien, viens voir. Et après, voilà, en fait, c'est vraiment un travail, c'est un binôme, quoi. Vous posiez la question, qu'est-ce qu'il y a après la prise de vue? Bah, c'est ça. C'est OK, j'ai une belle photo. Celle-ci, j'ai envie de l'imprimer. Bah, sur quoi je vais l'imprimer? Donc là, bah, maintenant, j'ai la réponse parce que j'ai ce papier-là. Mais il y avait aussi avec qui, et après, comment je l'encadre. Donc, en fait, c'est un cheminement. Et après, il y a l'exposition. On a fait une belle photo. Bah, maintenant, il faut bien l'encadrer pour que, voilà, ce soit pas perdu sur l'ordinateur. Ce serait dommage. C'est presque un travail d'équipe ensuite pour la rendre vivante et Ouais. accessible au Et public. ce qui était super dur, c'était justement de trouver ce partenaire. Mmh. Parce qu'on est super solitaire, hein, les photographes, on est tout le temps seul avec nos appareils photo. Alors moi, en plus, qui fait de la photo, comme je disais, pas avec les autres, mais vraiment moi-même. Enfin, j'ai regardé cette semaine, j'ai passé la barre des 60 000 photos. J'en ai présenté peut-être 200, 300 enfin, au public, quoi. Mmh. Donc toutes les autres, il n'y a que moi qui les ai vues. Ah, Et voilà, c'est dommage, quoi. c'est un ratio impressionnant, forcément. OK. Bah, elles sont pas toutes Et bonnes, hein, mais... dans l'imaginaire collectif, souvent, on associe le noir et blanc au souvenir, à la nostalgie, voire parfois à la tristesse. Vous vous dites fasciné justement par le clair-obscur, voire par le ténébrisme. Est-ce que vous avez une interprétation quand même similaire de ces couleurs, c'est-à-dire quand même vous l'associez à la nostalgie, à la tristesse, aux choses comme ça, ou au souvenir, etc. Ou plutôt, vous avez plutôt une interprétation à l'opposé. Pourquoi avoir fait le choix du noir et blanc dans votre travail? En fait, moi, déjà, je crois que ça n'a pas été un choix, le noir et blanc. C'était évident dès le début, à tel point que j'ai une anecdote qui fera rire du monde. En fait, quand j'étais plus, enfin, j'étais enfant, ouais, j'étais enfant. À l'époque où tout le monde dessine avec les crayons de couleur, etc., ma tante était paniquée parce que je lui offrais des dessins en noir et blanc. En fait, il y avait juste les traits du crayon et elle me disait, mais pourquoi il met jamais de couleur et tout. Et en fait, donc moi, dès le début, ça n'a jamais été nécessaire pour moi. L'essentiel était déjà là. Donc, quand j'ai commencé la photo, noir et blanc, quoi, là, c'était évident presque. Donc, et après, ouais, sur la question de la tristesse, c'est vrai que j'entends souvent ça, mais j'ai envie de dire, bah, en fait, la tristesse, c'est la personne qui la porte avec elle, quoi. Puisque c'est de la projection. Moi, je fais des photos noir et blanc. C'est pas des sujets tristes, c'est des sujets qui sont peut-être pas rigolos, ça, je suis d'accord. Mais c'est pas de la tristesse. Il y a un côté intemporel. Je sais pas, non. Mais je Ouais, comprends, hein, souvent on me le dit. bah, Il n'y a pas sans de doute aussi, tristesse. puisque les photos noir et blanc ramènent à une époque où la couleur n'existait pas. Donc, c'est souvent Mm. peut-être aussi pour ça qu'on l'associe au souvenir ou à la nostalgie. Ouais, Mais en tout cas, là, c'est vraiment un univers. Et au contraire, ça se démarque justement de nombreuses photographies qu'on voit aujourd'hui en couleur. Donc, c'est un univers qui vous correspond et c'est très intéressant aussi. c'est ça. Du coup, le passage et l'absence sont des thématiques qui sont récurrentes dans votre travail. Et ce sont aussi des thématiques qu'on trouve très fortes. Est-ce que c'est un choix qui reflète combien ces thématiques ont pu vous impacter ou sont importantes pour vous? Il y a beaucoup d'inconscient, surtout au début. Quand moi, j'ai commencé la photo, j'avais un appareil entre les mains, je savais même pas ce que je voulais faire. Il se trouvait que j'habitais à Paris, donc le plus simple, c'était de commencer à faire des photos de Paris. Donc je sors et puis je photographie des choses qui me plaisent. Et en fait, c'est a posteriori, en fait, je sais pas, au bout de la peut-être première, deuxième année, la 10 000, 20 millième photo, je sais pas, où je me rends compte qu'il y a des récurrences. Et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup prendre les gens qui marchaient. Alors après, tu te poses des questions, pourquoi? En fait, c'est vrai que bah, j'habite à Paris, on est dans l'aire urbaine, 10 millions, 12 millions, je sais pas. Et en fait, il y a un phénomène incroyable dans les villes, c'est que c'est là où les gens se sentent le plus seuls. Et moi, ça me rend dingue parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut se sentir isolé au milieu d'autant de monde. Et en fait, bah, après, j'ai cultivé ce truc voilà, du passage. Il y a aussi
une passerelle avec le fait que Paris, c'est une ville multiséculaire. Et en fait, moi, j'aime beaucoup, par exemple, me balader dans les cimetières. Et tu peux lire des fois sur les plaques, un tel a vécu en 1800 machin, il était rémouleur ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a beaucoup de gens, je pense, même à Paris ou même n'importe où, en fait, qui considèrent qu'ils sont les premiers. Et en fait, c'est pas vrai. Moi, dans l'immeuble où j'habite, avant, il y avait des gens, et encore avant, il y avait d'autres gens, etc. Il y a une histoire qui s'étire sur des centaines d'années. Donc, c'est ça aussi le passage. Moi, quand je photographie la rue de Rivoli avec un mec qui passe, la rue de Rivoli, en fait, elle change pas. Le mec passe et ça fait justement cette notion de passage. Enfin, moi, ça résonne. Ça se sent peut-être pas forcément dans l'image, mais moi, c'était mon angle d'attaque à un moment donné. Et l'absence, c'est encore le temps faible, en fait. J'ai une série sur les chaises des jardins parisiens à voir sur mon site, où en fait, on voit des chaises vides. Mais en fait, moi, je trouve ce sujet vachement pertinent parce que dans les jardins, je sais pas si vous connaissez Paris, ou pour ceux qui connaissent, ils comprendront, mais en fait, chacun se sert de sa chaise, s'installe comme il veut, et après, il s'en va. Et après, quelqu'un d'autre arrive, un autre utilisateur, et puis il tire la chaise, et puis après, en fait, si tu prends la photo au moment où la personne s'en va, tu figes une disposition, une utilisation faite par quelqu'un, et à partir de là, tu arrives à projeter, ah bah attends, pourquoi il y a deux chaises face à face, et qu'est-ce qu'il faisait? Et tu commences à imaginer des choses que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que moi, l'absence, ça me parle énormément, parce que tout d'un coup, je sais pas, ça stimule l'imagination. Et toute ma photo est basée sur que de l'imagination. J'essaye de provoquer ça chez le spectateur, quoi. Et est-ce que vous arrivez toujours à donner une place à ces deux thèmes-là, justement, ces deux thèmes clés, ou ça n'intervient pas forcément dans toutes les photos, ou ça se fait assez Non, naturellement pas toujours. Après, c'est vrai que voilà, c'est récurrent. Si je prends 10 photos de 10 sujets différents, à un moment donné, il y en aura deux ou trois où je retrouverai une notion de soit de passage, soit d'absence, soit les deux. Ok. Et du coup, les passants qui apparaissent furtivement sur vos photos sont souvent de dos ou alors on voit juste leur silhouette, leur ombre. Pourquoi ce choix de ne pas les prendre de face En fait, j'aime bien anonymiser mes gens parce que je trouve qu'en fait, avoir un visage, ça fige définitivement l'imagination, encore une fois. J'aime bien donner l'exemple de vous lisez un livre, vous allez voir l'adaptation au cinéma, vous relisez le livre et je suis quasiment sûr qu'au moment de lire le nom, vous avez le visage de l'acteur et après, c'est fini. C'est définitif. Alors du coup, en ne prenant jamais les visages, ça me permet de laisser libre cours aux gens, de se projeter, de se dire bah attends c'est qui, où est-ce qu'il va, etc. Et en fait finalement à quoi il ressemble c'est pas très important quoi, mais je suis quasi convaincu que s'il y avait un visage visible, ça bloquerait l'imagination. D'accord, merci. Du coup, vous vous dites amoureux des ombres. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment ça se reflète dans votre travail? Bonne question. Ben, pareil, en fait, dans l'optique d'anonymiser, c'est un jeu. C'est comment je vais faire pour prendre cette personne en photo autrement que, tiens, elle arrive face à moi ou en gros, elle s'en va, pardon. Je vais utiliser ce que mon environnement me propose. Donc, si c'est un miroir, une vitre, une flaque d'eau, ou sa silhouette, son ombre, ben, du coup, s'il y a du soleil. Mais c'est toujours dans l'idée de créer de la suggestion plutôt que de montrer quelque chose, de stimuler quelque chose via. Voilà. Et est-ce que même si on est toujours dans un cadre qui fait intervenir la banalité, est-ce que pour vous, chacune de vos œuvres raconte quand même son histoire à elle, une histoire particulière, ou vous ramène à un moment particulier, en tout cas, à une signification particulière pour vous, si vous l'avez choisi parmi les 10 000 photos que vous auriez pu choisir? Moi, toujours, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, donc, je disais, j'ai fait 60 000 photos, etc., mais je suis quasiment capable de me remémorer exactement où c'était, quand c'était, ce que j'ai fait, peut-être dans les 10 ou 20 secondes avant et après. Donc, moi, déjà, ça a beaucoup de sens et donc elles existent par rapport à un contexte. Mais la question est pas mal parce qu'en fait, l'année dernière, par exemple, à l'Orangerie du Sénat, j'ai fait une exposition, j'avais 25 mètres de mur
Et j'ai fait une frise, donc du coup, de quasiment 25 mètres avec 50 photos. Et ces 50 photos, elles s'échelonnaient sur 7 ans. C'était pris, je ne vais pas dire sur tous les continents, mais presque. Et en fait, c'était vachement cohérent quand on les mettait une à une, côte à côte. Alors qu'en fait, c'était à des lieux et à des dates vachement distants ou distantes. Et ça fonctionne parce qu'en fait, prises une à une, elles sont suffisamment fortes pour raconter leur histoire. Et quand on les met ensemble, il y a une histoire plus grande, elles s'intègrent en fait dans quelque chose de plus grand. C'est peut-être la chance que j'ai, c'est d'avoir un univers cohérent en fait. J'ai mon style, j'ai mes sujets et après je les répète, jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais pour l'instant, je suis pas allé au bout de ce que j'avais à dire avec ces deux sujets-là. Ok, bien sûr. Et vous parlez justement donc, des différents lieux, des différents endroits où ont pu être prises ces différentes photos. On voulait vous parler de vos sources, différentes sources d'inspiration et surtout des voyages que vous avez pu faire ou vous avez photographié. Alors, d'abord, d'où vous vient l'inspiration justement pour créer des séries ou pour décider de photographier tel ou tel sujet, tel ou tel endroit? Est-ce que la diversité, on va dire, qui caractérise la ville de Paris est selon vous propice à la créativité? Où on sait que vous étiez donc à Saint-Malo, mais aussi à Venise, à New York, à Toronto, dans les îles Féroé, comme vous l'avez dit, au Baden-Württemberg et sans doute à bien d'autres endroits. Est-ce que vous considérez que le voyage reste quand même pour vous votre plus grande source d'inspiration? Non, pas forcément. Je pense que quelqu'un qui voudrait photographier bon là je vais dans l'extrême, mais que son quartier, il y aurait suffisamment pour faire ça toute une vie. Après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le voyage et à un moment donné, l'envie de voir autre chose s'impose. Et en fait, c'est par rapport à mon univers. Je fais beaucoup de villes, mais moi à Paris, ce qui me manque aussi, c'est l'horizon. Mais ça, c'est purement personnel. À un moment, il faut que je m'échappe, etc. Donc, je vais ailleurs, en général, là où il y a la mer. Mais après, je reviens et je passe d'un lieu à l'autre comme ça. C'est mes deux sources d'inspiration qui me permettent de respirer. Et voilà, je reviens, j'en ai ras-le-bol maintenant de voir des paysages et je veux un peu de stress, un peu de. Donc voilà, je me balance entre ces deux mondes. Euh, non, bah après le voyage, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans une famille. Bon, je suis métisse, donc déjà j'ai voyagé très tôt entre deux mondes et ouais, on a beaucoup voyagé enfant. À l'époque, j'avais pas l'œil du photographe et par exemple, j'étais venu au Canada et on avait fait un road trip avec mes parents. Mais c'était trop tôt. En fait, faut un œil, c'est, il faut être disponible. Et cette disponibilité, elle est arrivée que assez tard finalement. Ok, merci. Du coup, lors de vos virées à l'international, est-ce que vous choisissez les pays dans lesquels vous allez en fonction des possibilités de photographie ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? C'est selon votre attraction pour la destination? Un peu des deux peut-être. Là où il y a la mer. C'est le Ouais, premier là où il y critère. a... Bah, en fait, la mer, c'est pratique parce qu'il y a l'horizon. Et puis, j'ai plus l'habitude de la mer que de la montagne. Donc, c'est pour ça que peut-être le prochain voyage, ce sera la montagne pour aller Je vais me prendre moi-même à contre-pied. Je vais voir autre chose. Mais je sais pas, le voyage, il y a des lieux, en fait, qui sonnent à l'oreille mieux que d'autres. Par exemple, moi, je vais dire le Mont Blanc ou le Gévaudan, ou je sais pas. Enfin, après, moi, en tout cas, il se passe un truc de plus que si je parlais de tiens, on va aller du côté de Aurillac ou enfin, je sais pas. Donc, moi, je choisis mes lieux. Par exemple, au moment du Covid, je voulais aller à Saint-Pétersbourg. Je sais pas, je trouvais que ou Mourmansk, enfin, ça fonctionne en fait, c'est aussi bête que ça, hein. C'est presque une sonorité au bout d'un moment, c'est rien d'autre, quoi. Je me dis, tiens, il y a quoi là-bas? Je suis sûr qu'on va faire. Parce qu'en fait, en vrai, on fait des photos bien n'importe où. Je parlais de disponibilité, il faut juste savoir voir. Des fois, je suis à Paris, je sais qu'il y a 1 million de photos à prendre, mais je sais pas parce que peut-être je suis trop préoccupé ou voilà, je suis fatigué, ben les photos, je les vois pas. Je marche 10 kilomètres et puis je vois pas les photos. C'est quand même absurde. Donc en fait, le problème, c'est moi, c'est pas le monde autour, quoi. Et est-ce que vous diriez que vos œuvres visent aussi
à toucher, à susciter la sensibilité des spectateurs, du public qui va l'accueillir par la suite. Je ne sais pas si vous avez, selon vous, une bonne photo. Disons, quelles émotions une bonne photo est censée procurer d'abord peut-être en vous-même et ensuite au sein du public qui l'accueillera par la suite. Alors là, je le fais pas souvent, mais je vais citer, je crois que c'était Robert Doisneau qui disait, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne photo, sinon j'en ferai à chaque fois. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a les photos que j'aime, ça c'est indéniable, c'est subjectif, chacun a des photos qu'il aime, mais une bonne photo, enfin théoriquement c'est une photo que tout le monde ou une majorité de gens aiment, mais je suis incapable de dire pourquoi. Même moi des fois, je comprends pas, les gens réagissent si je l'ai prise en fait, c'est que j'y vois quelque chose, mais j'y trouvais quelque chose de moins fort que celle-ci. Et les gens, ils sont, ah non, elle est trop bien, c'est celle-ci, elle est trop bien. Parce qu'en fait, on voit pas du tout la même chose. Le déclencheur, c'était pas le même. On en revient à ce que vous disiez au début, peut-être. Ça dépend de avec quel bagage vient le spectateur et comment est-ce qu'il l'interprète face à l'image. Ouais. Et puis après, il y a l'évolution. Je suis pas le même photographe qu'il y a 5 ans. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aurais pas faites avant. Inversement, il y a une évolution comme ça. Et c'est plaisant aussi au moment des expositions de voir voilà, qui aime quoi et pourquoi. Moi, ça me permet aussi d'évoluer, de mieux me comprendre, de me cerner. Donc, j'aime beaucoup les expositions pour ça. Ouais. Okay. Est-ce que vous espérez, à travers vos photos, créer une forme de contemplation et d'introspection chez le spectateur qui reçoit la photo? Oui, oui. Oui, complètement. Ouais. En fait, il n'y a pas d'autre levier que... je veux faire quelque chose de beau, je veux que quand quelqu'un arrive face à une photo, s'il accroche, parce que des fois, ça fonctionne pas, mais que voilà, il projette et que ça l'emmène vers là où il veut, quoi. Mais justement, qu'il y ait cette interaction-là. Sinon, autant rien faire, quoi. Il y a une interprétation personnelle pour chacun et c'est souvent quand même ce que provoquent les photographies. Même ici, on l'a vu entre un apprenant, quelqu'un qui travaille ici. Enfin, chaque personne individuellement a une interprétation différente face à la photo. Donc, c'est aussi ce qui est intéressant. On voulait, pour terminer, vous parler de vos travaux parallèles et de peut-être vos projets pour l'avenir. D'abord, en vous demandant, en parallèle de votre travail artistique personnel, donc des photographies, des séries de photos que vous réalisez, vous proposez aussi au public de s'immerger pleinement dans votre univers et votre travail en apprenant avec vous au travers de workshops ou de cours tournés vers la pratique. Est-ce que c'est d'abord une garantie financière en quelque sorte quand on est un artiste ou est-ce que ça traduit aussi pour vous une volonté de partager votre passion, de transmettre? C'est les deux. À savoir que pendant très longtemps, ça va sonner dur, mais c'est pas aussi dur que ça. J'étais pas dans le partage, en fait. Moi, j'ai vraiment fait de la photo pour moi au début parce que j'avais besoin d'exprimer des choses. Donc, j'irais vraiment là, dans les choses dures où, en fait, j'aurais dit si je n'avais pas besoin d'argent, mes photos, je les aurais peut-être même pas montrées, en fait. J'ai pas eu ce besoin au début d'avoir la reconnaissance du public ou de qui que ce soit. Pour moi, la photo, c'était personnel et c'était un peu une thérapie ou une sorte de boulimie d'accumuler des choses comme ça. Et par contre, j'ai pris plaisir, comme je disais, à montrer mon travail. Et du coup, là aussi, moi aussi, je progresse. J'arrive à un certain niveau. Il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais ça serait bien que tu m'apprennes, j'ai envie, etc. Et donc maintenant, en fait, je me dis, bah ouais, partage. Tu as appris des choses. C'est vrai que tu as de l'expérience, de la pratique. Donc, j'ai commencé. C'est sûr que ça permet aussi d'avoir des revenus un peu plus stables. Parce que c'est vrai que comme moi, je fais que des expositions. En fait, si je fais pas d'exposition, je gagne pas d'argent. Donc, là, ça permet un peu de lisser le tout. Mais c'est vraiment, en fait, non, c'est le partage en premier lieu qui m'a amené à faire ça. J'ai des compétences, ça intéresse des gens. Bah, travaillons ensemble, en fait. C'est une envie qui est venue progressivement alors au fil des années. Okay. Ouais, j'ai grandi. Du coup, donc votre spécialité, c'est le noir et blanc, et donc on a compris que ça remontait donc à votre enfance. Mais est-ce que vous arrive de faire des projets en couleur ou est-ce que vous envisageriez de faire des projets en couleur ou pas du tout, vraiment? Ça se discute.
Ça m'est arrivé de le faire pour Venise. Et c'était quasiment en fait une des seules fois où je me suis dit en fait ouais, c'est pertinent de faire de la couleur. Il y a moyen de faire du noir et blanc à Venise, mais j'ai senti qu'à certains moments, enlever la couleur, pour voilà, la première fois, on perdrait quelque chose. Donc j'ai fait des couleurs à Venise. Donc je suppose que ça pourrait m'arriver à d'autres occasions. Maintenant, c'est vrai que non, moi, je m'appelle Loki, le noir et blanc, c'est mon truc, je suis hyper spécialisé. Donc en fait, faut venir me trouver pour ça, quoi, pas pour autre chose. Ça reste votre univers, donc ça vous C'est correspond. ça. Et est-ce que vous, justement, toujours sur vos projets actuels ou ceux à venir, au-delà du style noir et blanc, est-ce que vous pensez qu'ils maintiendront sans doute les thèmes de la banalité, du passage, de l'absence qu'on évoquait tout à l'heure, ou est-ce que vous prévoyez peut-être de vous lancer dans des projets qui seraient totalement différents ou dans des thèmes qui vous seraient encore inconnus ou sur lesquels vous n'avez pas encore travaillé? Je pense que le banal, le passage, l'absence, tout ça, pour l'instant, c'est encore en moi, donc je vais les traiter pendant encore pas mal de temps. Ensuite, ouais, j'ai quelques projets. Normalement, je j'aime pas trop parler des idées comme ça, mais ouais, sur le désir et l'amour, ça me parle pas mal. Et toujours, bah, c'est un peu relié au passage et à l'absence. C'est sur la disparition du support photographique à travers le temps, ou en tout cas le péril qu'il pourrait y avoir en cas de... Donc, je cherche encore un axe sur la disparition de la photo, ou sa possible disparition. Mais du coup, il faudra rester connecté Exact. pour On voir a la eu suite. quelques infos en avant-première, mais OK, on a de quoi se réjouir C'est ça. pour les projets, les idées à venir. Bah, c'est parfait, merci. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé sur votre travail ou un élément qui vous semblait important peut-être. Non, je pense qu'on a été complet. Après, on peut parler pendant des heures, il n'y a pas de problème. Mais non, je pense que là, déjà, on peut déjà cerner ma personnalité, mon travail et mon univers. Est-ce que vous avez déjà une prochaine destination en tête pour un futur voyage ou pour les photographies qui serait déjà prévu peut-être? Prévu, non, parce que je pense que ça va se définir au dernier moment, mais ce serait l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, peut-être un peu la France, je ne sais pas, un des quatre. OK. Voilà, et ce serait bientôt. Super. De quoi éveiller la curiosité et se réjouir. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec J'ai nous. parlé de montagne, alors Ah a bah oui, priori, c'est ce vrai. sera là où il y a des montagnes. Voilà. Bah là, on va vous dire de venir voir les montagnes en Alberta, hein, Ah, au Canada. j'arrive. Bah, parfait. En tout cas, vous serez le bienvenu à l'Alliance française. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous et d'avoir accepté qu'on expose vos œuvres Merci à ici. vous. Je pense que ça fait plus qu'un Merci heureux. encore. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. À bientôt, Loki. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.